Présentation de vœux des corps diplomatiques ce matin au président de la transition. Ils ont salué les efforts consentis par les autorités de la transition pour la restauration de la paix et la sécurité au Mali. Nous parlerons également du lancement du programme désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration des ex-combattants. Ce programme concerne 3000 ex-combattants. 56 affaires étaient inscrites au rôle à Mopti lors de la session de la cour d'assises. Les 56 affaires ont été toutes jugées et on peut noter des cas d'assassinat, de meurtre, de viol, d'infanticide, entre autres. Nous vous signalons que la session au titre de l'année 2024-2025 vient de prendre fin. Principe de collégialité, on en parle ce soir dans la chronique judiciaire. Cette approche offre une plus grande transparence et renforce la crédibilité de notre système judiciaire car c'est plusieurs magistrats qui jugent au lieu d'un seul devant la chambre correctionnelle du pôle national économique et financier. Bienvenue dans la grande édition de RTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Présentation de vœux à Koulouba. C'est au cours des diplomates de présenter les leurs au président de la transition. Une occasion pour eux également de saluer les efforts des autorités de la transition vers la stabilité et la prospérité. Une cérémonie suivie par Nyanyalo Traoré, Idrissa Traoré et Tayeb Adjaouyakoye. Son chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le corps diplomatique est reconnaissant des immenses efforts déployés par les autorités de la transition en quête de stabilité, de paix et surtout de développement. Ce triptyque a été mis en avant lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Tout le Gotha diplomatique était au rendez-vous. Une autre façon de prouver aux Maliens leur soutien et leur adhésion totale aux trois principes qui définissent la conduite de l'action publique en République du Mali sous la conduite du général d'armée Assimi Goïta. Nous demeurons confiants et persuadés qu'avec votre leadership éclairé, d'un progrès significatif seront enregistrés dans l'amélioration des conditions de vie de la population malienne. Puisque l'année 2025 marque une nouvelle étape de l'instauration d'une paix et d'une stabilité durable au Mali. Nous vous souhaitons, Son Excellence, Monsieur le Président, à vous, à toute l'équipe gouvernementale et au peuple malien, plein de réussite dans les efforts pour bien-être de Mali et de la paix. Oui, la paix au Mali, une équation à plusieurs solutions à laquelle travaille d'arrache-pied le gouvernement. La dotation de notre vaillante armée pour plus d'efficacité dans la sécurisation du territoire. La volonté affichée d'amener tous les Maliens à se réconcilier et enfin, la dynamique sous-régionale impulsée par la création de la Confédération des États du Sahel montre à souhait, selon le doyen du corps diplomatique, la détermination du chef de l'État à relever les défis de la transition. L'année qui vient de s'achever a été marquée par des événements majeurs, heureux et parfois très tragiques et douloureux dans le chemin menant à conduire le processus de transition. Nous sommes assurés par la détermination que vous avez affichée en affirmant que le Mali, en collaboration avec ses partenaires de la Confédération des États du Sahel, AES, mettra en œuvre tous les moyens pour éradiquer ce flux et cette menace. Nous félicitons des progrès tangibles et notoires enregistrés dans le domaine de la sécurité ces derniers temps, tout en espérant une pacification totale de l'ensemble du territoire pour le grand bonheur de la population malienne. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, j'ai écouté avec attention votre discours dans lequel transparaît une lecture objective de la situation sécuritaire, politique, économique et sociale qui prévaut au Mali.
votre analyse lucide et constructive des efforts entrepris par le gouvernement de la transition et soutenus par le peuple malien, dont je salue à nouveau la grande résilience, nous conforte dans notre dynamique d'ouverture et de communication régulière avec nos partenaires internationaux. Au Mali, nous resterons mobilisés pour consolider la paix, la stabilité et la sécurité, conditions indispensables d'un développement durable auquel aspirent nos populations. C'était un président très attentif et visiblement réceptif aux propos qui faisaient face aux diplomates. Le général d'armée, tout en rappelant la portée symbolique de la rencontre, dira que c'est un cadre d'échange idéal entre eux et les amis du Mali. Occasion pour lui de saluer le respect de nos 3 principes par nos partenaires. Au-delà de son caractère traditionnel, cette cérémonie représente un moment d'échange et de réaffirmation de notre engagement commun en faveur du raffermissement de nos relations pour un partenariat, certes dynamique, mais dans le cadre d'un respect mutuel. Comme vous le savez, le respect de notre souveraineté, de nos choix stratégiques et de la défense des intérêts vitaux de nos populations sont désormais au centre de l'action publique au Mali. Suivant ces principes, nous saisissons les opportunités pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Il en va de même pour notre politique extérieure. Je suis heureux de noter qu'un nombre croissant de partenaires adhèrent à ces principes constitutionnels. Le respect strict de ces principes a permis au Mali, depuis l'avènement de la transition, d'encourager des succès notables dans de nombreux domaines. L'avènement d'une nouvelle année est toujours un moment privilégié de prière, de partage et d'espoir pour un lendemain plus radieux. Ainsi, nous réitérons nos vœux de paix, de stabilité et de progrès pour nos nations respectives. Et l'année 2025 soit une année de concorde, d'attente et de coopération juste et équitable pour le bien-être de l'humanité. La formation de la Confédération des États du Sahel a été évoquée par le locataire de Koulouba. Avec ses frères du Burkina Faso et du Niger, ils veulent former une seule et puissante force à assurer la sécurité et la souveraineté des populations du Sahel. Dans son action de sécurisation du territoire national et de la région du Sahel, le Mali n'est pas seul. Avec mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahima Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Nous avons mutualisé nos efforts en matière de défense et de sécurité dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023. Ce mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle a produit des résultats à hauteur de souhait. À l'occasion du sommet de l'AES tenu à Niamey le 6 juillet 2024, nous avons créé la Confédération des États du Sahel, AES, qui poursuit l'action de défense, mais aussi continue de renforcer nos liens stratégiques dans le domaine de la diplomatie et du développement. Les acquis obtenus dans le domaine de la libre circulation et du développement harmonieux de notre espace commun depuis la mise en place de la Confédération AES, que j'ai l'honneur de présider pour le mandat inaugural, nous encourage à œuvrer pour la satisfaction des attentes des populations du Sahel. Notre démarche procède de la fraternité, de la solidarité et de la complémentarité entre les peuples de l'AES et leur voisinage, dans un esprit panafricain d'intégration soutenue. Une solidarité nationale pour le futur, c'est cela même qui définit l'année 2025, décrétée année de la culture au Mali. Cette annonce du chef de l'État résonne à travers cette maxime. Connais-toi, toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Cet appel à recourir à nos valeurs pour leur promotion et leur valorisation est un signal fort des autorités pour renforcer notre malianité. Pour la résolution de la crise, la stratégie globale initiée par le gouvernement du Mali intègre plusieurs dimensions, notamment celle du développement, afin de parvenir à une solution durable. Une des solutions à la situation de notre pays passe par la valorisation de la culture malienne,
une culture riche et variée qui embrasse nos coutumes, nos traditions et nos valeurs de paix, de sécurité, de cohésion nationale et en même temps une culture qui rapproche les peuples. C'est pour cette raison et pour en faire un levier au service du développement que j'ai proclamé 2025 année de la culture au Mali. En retour, le président de la transition a adressé ses vœux de réussite et de succès pour les différentes missions diplomatiques dans un Mali prospère. Il a salué la résilience des Maliens face aux épreuves que le pays traverse. Il s'est incliné devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Des mots de compassion prononcés également par le doyen du corps diplomatique à la fin de son discours en faisant référence aux récentes attaques survenues notamment sur l'axe routier Gao-Ansongo. De Koulouba, descendons à la primature pour parler de ces audiences que le Premier ministre a accordées aux ambassadeurs du Royaume du Maroc, de l'Égypte, de la Turquie et de la République bolivarienne du Venezuela. Ces différents diplomates ont réitéré le soutien de leur pays aux autorités de la transition avant d'évoquer avec le chef du gouvernement plusieurs domaines de coopération comme l'énergie, la défense, la sécurité et le développement. Le compte-rendu de Mamari Koné et Aliou Touré. C'est un véritable ballet diplomatique à la primature et c'est l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayen, qui ouvre le bal des audiences du jour. Le Royaume du Maroc et le Mali entretiennent d'excellentes relations historiques, fraternelles et amicales. C'est tout simplement une coopération stratégique au beau fixe pour le plus grand bonheur des deux pays. L'ambassadeur du Maroc est suivi par celui de la Turquie au Mali, Efe Selan. Ces pays développent de bonnes relations avec le Mali dans les domaines militaires, économiques et culturels. Troisième diplomate reçu par le général de division Abdoulaye Maïga, l'ambassadeur d'Égypte au Mali Mohamed El Gamal. Le Mali et l'Égypte affichent une volonté réelle de renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment la politique, l'économie, le commerce et le développement. C'est l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, Elio Francisco Colmenares Goyo, qui est la dernière personnalité à être reçue par le Premier ministre. La République bolivarienne du Venezuela et la République du Mali ont des relations diplomatiques depuis 1976. Ces différents diplomates sont porteurs de messages de félicitations au Premier ministre ainsi que de propositions de renforcement des relations bilatérales. Le cadre est mis à profit pour évoquer plusieurs domaines de coopération, notamment l'énergie, la défense, la sécurité, la santé, le partage d'expériences et le développement économique. Les visiteurs du jour ont salué la grande ouverture des autorités de la transition. Les différents entretiens ont été l'occasion d'explorer des pistes de collaboration au sein de la Confédération AES. Les 4 ambassadeurs ont tous réitéré leur soutien aux autorités de la transition. En réponse, le Premier ministre est réjoui de la coopération stratégique avec le Maroc, l'Égypte, la Turquie et le Venezuela. Le général de division Abdoulaye Maïga a surtout salué la position constante et la franche collaboration de ces pays avec le Mali, notamment sur le plan militaire. Lancement du programme désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration des ex-combattants. Je le mentionnais dans les titres, le programme qui couvre la période 2024 concerne 3000 ex-combattants. Le ministre Ouagué a saisi l'occasion pour insister sur la rigueur et la transparence dans le processus de réinsertion. Reportage Youssouf Diakité et Tayeb Adjaouiakoye. Cette conférence de presse animée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale lance officiellement le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration des ex-combattants. Pour cette première phase, ils sont 3000 ex-combattants à bénéficier du programme. Le programme DDRI 2024 s'inscrit dans la continuité de l'engagement pris lors du dialogue intermalien, le DIM, où l'intégration et à la réinsertion des ex-combattants a été identifiée comme une recommandation. Et cette recommandation est une recommandation clé. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Mali a défini un plan clair et structuré qui garantit à la fois la réintégration sociale et professionnelle de nos compatriotes issus des anciens groupes politico-armés. Ainsi, pour cette année, 2000 ex-combattants issus des groupes républicains seront intégrés dans les forces de défense et de sécurité en tant que soldats de deuxième classe
afin de contribuer à la sécurisation du pays et à la protection de nos concitoyens. 1000 ex-combattants bénéficieront d'une prise en charge dans le cadre de la réinsertion. Déjà, les représentants des différentes communautés ont notifié leur adhésion à l'initiative gouvernementale et ont exprimé leur soutien aux autorités, saluant leur engagement en faveur de la sécurisation des populations et de leurs biens, ainsi que leur action déterminée en faveur de la paix et de l'unité nationale. Une opportunité pour le ministre de saluer le patriotisme de chacun en faveur de la restauration d'une paix durable. Le DDRI ne se limite pas à seulement l'intégration des ex-combattants dans les forces de défense. Il s'agit aussi de créer un climat de confiance avec les différents groupes et communautés, de favoriser une réconciliation sincère et durable. Nous devons nous rappeler que la paix ne se décrète pas. Elle se construit chaque jour par des actes concrets et un engagement sincère de toutes les parties prenantes. Le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour que chaque ex-combattant réintégré ou intégré trouve sa place dans notre société et puisse contribuer positivement à la sécurité et au développement de notre pays. Les journalistes ont posé des questions en rapport avec le succès du processus. En réponse, le ministre dira que le succès du processus dépend de l'engagement des acteurs pour l'atteinte de l'objectif recherché, la paix. Et cette visite de terrain du ministre de l'Énergie et de l'Eau sur le chantier de nouveaux postes d'interconnexion de Kambila. Il s'agit pour le ministre Djane de s'assurer de la bonne exécution des travaux qui ont accusé un retard. L'infrastructure en question va considérablement améliorer la desserte en électricité. Les travaux sont dirigés par la société de gestion d'énergie de Manantali Sogem. Boubarak Bablentouri était de la visite pour ORTM1. La question énergétique au Mali, un défi de taille pour les autorités de la transition, avec comme chef d'orchestre le ministre en charge de l'énergie. Dans son agenda de ce mardi, une visite de terrain qui a concerné le nouveau poste d'interconnexion de Kambila en chantier. Chantier dont les travaux ont été lancés en 2021 et qui devrait s'achever le 31 décembre 2024. Un délai qui a été prolongé jusqu'au 30 juin prochain. Exécutée de nos jours à hauteur de 85%, la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans une vision globale énergétique de notre pays en lien avec la politique des pays membres de l'OMVS en termes de production et de fourniture d'électricité. Nous avons une deuxième ligne prioritaire qui porte sur la construction de cette ligne que nous venons de visiter, qui va de Manantali à Kambila. Et la spécificité est que cette ligne vient en doublement à la première ligne existante qui a été construite en 2002, toujours dans le cadre régional de l'OMVS, et qui reliait Manantali au poste de Kodialani à Bamako. Cette ligne étant arrivée à saturation, il s'est avéré nécessaire et important d'aller vers la construction d'une seconde ligne qui permettra de sécuriser, de fiabiliser et de renforcer la capacité de transit vers la ville de Bamako et ses environs. Donc nous avons aussi une troisième ligne aussi importante, toujours dans ce souci de sécurisation, de fiabilisation du réseau de l'OMVS et plus particulièrement du réseau de nos partenaires, notamment les sociétés d'électricité, à commencer par EDM ici au Mali, Senelec au Sénégal et Somelec en Mauritanie. Cette troisième ligne va de Kaye à Yelimane pour entrer sur le territoire mauritanien avec 3 postes, Tintan, Kifa et Ayoun. C'est une ligne qui est en projet et j'espère bien que d'ici les semaines à venir, avec nos autorités maliennes et mauritaniennes, nous allons démarrer les travaux à ce niveau aussi. Et c'est justement pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux que le ministre Djane s'est rendu sur place. Une visite guidée des installations a permis au chef du département de tirer un bilan. Nous sommes venus passer un message à l'entreprise, maître d'ouvrage, que ce projet doit s'achever à date. Voilà, ça c'est en juillet 2025. Parce que le projet, quand ça va s'achever, entre dans un plan énergétique que nous avons bien conçu et ça va soulager énormément les populations de Bamako et environnants. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce projet.
La visite du site de Kambila a été mise à profit par le ministre de l'Énergie pour faire une escale au poste de distribution de Kati, où il a aussi visité les installations. Une visite ponctuée par un message du président de la transition, celui d'un engagement patriotique en vue de parvenir à une souveraineté énergétique au Mali. Le Mali a adopté 3 projets de texte instaurant de nouvelles taxes en Conseil des ministres. Ces taxes concernent les télécommunications, le mobile money et l'alcool. Des textes adoptés de façon inclusive impliquant tous les acteurs des défenseurs des droits des consommateurs et opérateurs économiques. Et ils approuvent ces mesures. Les précisions avec Bemba Sibi. Le Mali a adopté 3 projets de textes instaurant de nouvelles taxes sur les télécommunications, le mobile money et l'alcool. Des textes adoptés de façon consensuelle car ayant associé les défenseurs des droits des consommateurs, les opérateurs économiques et les services de l'État concernés. Une démarche inclusive pour une meilleure compréhension et acceptation de ces dispositions. Des dispositions qui vont générer près de 200 milliards de francs CFA par an pour le trésor public. Ces recettes vont être affectées au financement de projets d'infrastructures de base et de développement social, contribuant ainsi à la transformation économique et à l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Nous avons été consultés, mais moi je pense que l'instauration de cette taxe-là ne devrait pas poser problème par rapport aux résultats attendus. C'est faire face aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Il y a le délestage. Et le délestage, là, ce n'est qu'un problème financier, c'est sûr. C'est une mesure temporaire. Et c'est un sacrifice qui est demandé à la population. Et le contexte dans lequel nous sommes, nous y avons adhéré. Traditionnellement, une association de consommateurs s'oppose toujours à une augmentation. Mais compte tenu de la situation dans laquelle le Mali se trouve et le chemin, en tout cas emprunté par ces nouvelles autorités que nous suivons tous les jours, notre accompagnement ne leur fera pas défaut. D'abord, nous sommes d'accord sur le principe et nous donnerons des explications nécessaires à la population pour les faire adhérer à cela. Au nombre de ces mesures, la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public qui passe de 5% à 7%. Cette taxe est prélevée sur le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications opérant au Mali. La deuxième taxe est une contribution spéciale de solidarité. Elle consiste en un prélèvement spécifique sur la consommation des services de communication téléphonique et les opérations de retrait d'argent via le mobile money. Concrètement, pour chaque recharge de 1000 francs CFA, le consommateur recevra 900 francs CFA de crédit, soit une retenue de 10%. Concernant les transactions de mobile money, le client paiera de frais de retrait de 200 francs CFA pour un montant de 10 000 francs CFA contre 100 francs CFA précédemment, ce qui correspond à une augmentation de 1% pour l'opérateur et de 1% pour l'État. Le troisième texte adopté concerne l'instauration d'une taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services, notamment les boissons alcoolisées. Les détails précis de cette taxe, tels que le taux appliqué ou les modalités de prélèvement, n'ont pas encore été communiqués. Les associations de défense des droits des consommateurs ont pris acte de ces décisions et appellent à une gestion efficace des fonds prélevés. Déjà, ils ont eu des garanties de la part des autorités. Ces fonds seront logés dans un compte qui sera géré par une commission qui sera aussi logée à la présidence de la République. Donc, après nous avoir donné toutes ces garanties, donc nous nous sommes dit il n'y a rien qui puisse nous amener à douter de la bonne foi et rien ne peut aussi nous amener à nous opposer de cela parce qu'il s'agit d'un acte patriotique. Quand la nation a besoin de vous, vous devez répondre à l'appel. C'est ce qui nous a amené à accepter. Le défi à relever, moi je pense que pour le consommateur, ça c'est le défi de l'information. C'est-à-dire les autorités sont obligées
de donner toutes les informations par rapport à l'utilisation de ce fonds. Et nous avons proposé à ce que ce fonds soit géré au niveau de la présidence. Son évaluation doit être également faite. Donc, chaque trimestre, on doit savoir quel est le montant qui a été collecté et recouvré et les montants utilisés également et dans quel domaine. Une approche transparente qui permettra de renforcer la confiance des citoyens sur la gestion de ces fonds collectés. Pour rappel, ces 3 textes ont été adoptés en Conseil des ministres le mercredi 5 février dernier. Ces mesures s'inscrivent également dans le cadre du programme de transition fiscale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine visant à transférer progressivement la pression fiscale des droits de porte vers la fiscalité intérieure. Aussi, le 31 décembre dernier, le gouvernement a fixé le montant et les modalités de paiement des frais de délivrance et de l'autorisation d'établissement d'exploitation et le changement des services privés de communication audiovisuelle. De quoi s'agit-il concrètement? Le président de la HAC explique l'esprit de la prise de cette mesure avant d'appeler au respect de la réglementation. Écoutons Gaussou Koulibaly au micro de Alousseni Touré. Il est bon de préciser déjà que ces arrêtés qui ont été signés le 31 décembre 2024, ces arrêtés ne s'appliquent pas aux conventions en cours. Ces arrêtés ne seront appliqués qu'à la fin des conventions. Et comme vous le savez certainement, les conventions des radios, c'est tous les 5 ans que c'est renouvelable. Les conventions des télés, c'est tous les 10 ans. Donc, les conventions en cours ne sont pas concernées par ces arrêtés. C'est les nouveaux appels à candidature pour autoriser des nouvelles télés et de nouvelles radios, alors, ou de faire installer de nouveaux distributeurs ou diffuseurs qui seront concernés par ces arrêtés. Et bien entendu, entre-temps, une radio ou une télé installée, si elle veut changer de typologie, c'est-à-dire changer par exemple du statut de commercial à non commercial, là, en ce moment, cette radio ou cette télé, elle sera soumise aux nouveaux arrêtés. Dans le même espace, si vous prenez par exemple au niveau du district de Bamako, des médias, des radios situées respectivement à 3 ou 4 kilomètres l'une de l'autre, il y a une qui paye régulièrement ses redevances. L'autre est à côté, dit bon, moi j'ai un problème énergétique, j'ai pas pu installer des panneaux, bien j'ai pas pu acheter un groupe, je peux pas payer ce que je dois à l'État. Mais au même moment, cette radio puise sur le marché publicitaire qui est commun à eux tous. Est-ce que c'est normal? Nous estimons que non. Donc, nous avons fait des rappels successifs que nous appelons des mises en demeure. Et quand nous avons vu que la sensibilisation quasiment a atteint son terme, courant 2024, nous avons commencé à sanctionner. Les nouveaux arrêtés ont été pris d'abord pour essayer de nous rapprocher de ce qui se passe dans la sous-région en moyenne. Le Mali, jusque-là, pratiquait les taux les plus bas en matière de redevance annuelle. Et malgré, je vais vous donner quelques ordres de grandeur qui vont me permettre de comprendre que nous ne sommes pas dans le pic des choses. Pendant que, en termes de radio commerciale, en redevance annuelle, au niveau du district de Bamako, les arrêtés ont acté 1 million de francs de redevance annuelle. En radio non commerciale, nous sommes à Bamako, alors à 300 000. Et en télé commerciale, nous sommes en redevance annuelle avec les nouveaux arrêtés à 10 millions. En termes de télévision non commerciale, nous sommes à 8 millions. Ce que je voudrais ajouter à tout cela, avant même qu'on adopte ces textes, comme j'ai pris pour date de référence 2020 par exemple, de 2018 à 2020, nous avons fait le point de la situation des radios qui payaient, qui étaient en règle par rapport au paiement des redevances. Il y en avait un très grand nombre qui cumulaient des arriérés de plusieurs années. Et donc, c'est suite aux différentes relances qu'à partir de 2024, on a commencé à sévir en sanctionnant.
40 migrants de retour au pays ont suivi une formation et ils viennent de recevoir leur attestation d'apprentissage au centre de formation professionnelle de Sénou. Le compte-rendu est signé Awa Adama Koulibaly et Tchédje Kamara. Des milliers de Maliens prennent chaque année le chemin de la migration. Pour la plupart d'entre eux, c'est le manque d'activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un vieux souvenir pour 40 d'entre eux de retour au bercail. Ce moment marque la fin d'un chapitre important de notre parcours, mais également le début d'une nouvelle opportunité. Ces formations ne sont pas seulement des compétences professionnelles acquises, mais elles représentent aussi des outils qui vont nous permettre de réaliser nos rêves et d'apporter une contribution positive à nos communautés. Un migrant qui revient est certes une victoire, mais aussi et surtout un gros défi pour les autorités. Notre ambition était de doter nos compatriotes de retour au pays de compétences et de savoir-faire avec pour objectif de leur permettre de s'insérer dans la vie socio-économique et de contribuer activement au développement de notre pays. Un engagement abouti en ce jour. Formés à présent, les bénéficiaires sont attendus sur tous les plans, professionnels que sociaux. Nous comptons sur vous pour être des acteurs du développement, des modèles de résilience et de réussite, capables d'inspirer d'autres jeunes à emprunter le chemin de la formation et de l'entrepreneuriat. Pendant 12 semaines, les 40 migrants ont pu acquérir des connaissances en bâtiment, coupe-couture et en transformation agroalimentaire. Ils ont également quelques semaines d'expérience grâce au stage de perfectionnement. 32e session du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, IOTA, la structure chargée de mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre les affections ophtalmologiques, s'attelle à renforcer son rôle de centre d'excellence internationale. Occasion pour les participants d'aborder différents sujets dans le projet de budget 2025. Le point avec Aldumatina. Établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, le centre hospitalier universitaire de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, outre les soins ophtalmologiques et oculaires, procède également à la formation et à la recherche dans le domaine de l'ophtalmologie. Les administrateurs du CHU IOTA, en cette nouvelle année, se retrouvent pour la 32e session du conseil d'administration de la structure, une session qui s'articule autour de plusieurs points. Pour le projet de 2025. Il s'élève à 2 992 703 francs CFA. Il est à noter que le CHU IOTA devra davantage fournir des efforts conséquents au niveau des services et unités suivants. La lunetterie, avec une bande de verre corrigée. Cette activité a enregistré une régression de 20% en 2024. La chirurgie mineure, où les activités ont légèrement régressé de 9%. Malgré le contexte national et international à la fois difficile et multiforme, les réalisations majeures effectuées par le CHU IOTA suscitent l'optimisme et incitent à la persévérance des actions en cours. Les défis sont multiples, à commencer par en tout cas les défis liés à la nouvelle technologie. Donc ce qui fait que l'IOTA est en train en tout cas d'aller vers l'informatisation du dossier médical. Il y a les défis liés en tout cas à la prise en charge des malades. Il y a les défis liés à la formation. Nous avons intégré les structures nationales. Donc cela va sans dire que ces différents diplômes doivent être soumis à l'appréciation de l'enseignement supérieur. Lors de cette 32e session du conseil d'administration, un accent particulier a été mis sur les efforts de la direction du centre qui a entrepris l'élaboration de documents de planification stratégique et mis en œuvre des programmes de renforcement des capacités de diagnostic et de traitement des usagers pour l'amélioration de ces indicateurs de performance.
D'une session à une autre, celle du centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidi Salah de Kati qui a tenu sa 52e session ordinaire de son conseil d'administration. Malgré les difficultés, le centre a pu réaliser la majeure partie de ses activités, plus de 96% pour les consultations et les interventions chirurgicales et plus de 100% pour les hospitalisations et examens d'imagerie médicale. Compte rendu Barakissa Ouattara et Djeli Makandiabati. Hôpital de 3e référence en orthopédie, traumatologie et de 2e référence à vocation générale, le CHU professeur Bokar Sidi Salah de Kati n'a pas échappé à la crise financière et énergétique en 2024. Toutefois, il a su garder le cap et a atteint ses objectifs. En 2024, le bilan est satisfaisant. Nous avons réalisé environ 44 000 consultations. Et le budget a été exécuté à 84%. Nous avons reçu en 2024 un don de CICR qui nous a remis un incinérateur de grande capacité, un incinérateur hybride qui va nous permettre d'incinérer nos déchets. Et ensuite, nous avons reçu aussi un générateur électrique qui va nous permettre en 2025 de pouvoir pallier la crise énergétique. En 2025, l'hôpital compte réhabiliter certains de ses bâtiments et ouvrir le bloc multifonctionnel. Quant au budget prévisionnel de l'année 2025, il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 582 17 193 francs, soit une augmentation de 4,29% par rapport à la prévision initiale de l'année 2024. Ceci me donne l'occasion d'attirer une fois de plus l'attention de nos autorités sur la nécessité d'investir davantage dans nos structures sanitaires et hospitalières en dépit de la crise sécuritaire. C'est pourquoi le département de la santé n'a ménagé aucun effort pour renforcer l'hôpital par l'acquisition des équipements d'imagerie médicale, des amplificateurs de brillance, le démarrage des travaux d'installation de l'usine de production d'oxygène ainsi que le démarrage des activités de l'IRM et de l'endoscopie digestive. Voilà, 52e session ordinaire du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidi Salah de Kati. On en vient à un autre titre de ce journal. À la fin de la session de la Cour d'assises et Cour d'assises des mineurs de Mopti au titre de l'année 2024-2025, les 56 affaires inscrites au rôle ont toutes été jugées. Des affaires qui concernent des cas d'assassinat, de meurtre, d'infanticide, de viol, d'attentat à la pudeur ou encore de coups mortels. Reportage Boubacar Sankaré, Oumar Maïga et Suleiman Tepsougué. Les lampions se sont têtés à Mopti sur les travaux de la Cour d'assises et de la Cour d'assises des mineurs au titre de l'année 2024-2025. Durant cette session, la Cour a examiné 56 dossiers, tous jugés, et permis à 92 accusés d'être fixés sur leur sort. Elle a rendu 112 arrêts criminels allant de la peine de mort à l'acquittement, en passant par les condamnations des peines de réclusion à perpétuité, de réclusion à temps, d'emprisonnement ferme et avec sursis. Les affaires examinées ont porté sur diverses infractions criminelles. 13 cas d'assassinat ou tentative, 4 cas de meurtre, 10 cas de coups mortels, 2 cas d'infanticide, 7 cas de coups et blessures volontaires, 11 cas de viol et souvent commis en bande, c'est-à-dire à l'aide de plusieurs personnes, 1 cas d'attentat à la pudeur, 13 cas de vol qualifié, commis souvent également à main armée, et enfin 6 cas d'association de malfaiteurs. Les peines prononcées sont justifiées selon le président de la Cour. Je me réjouis des peines prononcées qui étaient à hauteur des crimes. Et ceci étant, nous osons espérer que cela pourra dissuader certains délinquants. Les verdicts ici prononcés sont non seulement des régulateurs de justice au sein de la communauté, mais dissuasifs pour prévenir les autres qui n'allaient pas commettre les mêmes crimes. Le barreau, pour sa part,
sollicite la diligence des jugements pour permettre aux accusés détenus d'être fixés sur leur sort. J'invite nos autorités judiciaires, notamment le procureur général et les autres chefs de juridiction, de faire en sorte que l'intervalle entre les sessions d'assises et l'organisation des chambres criminelles, que cette période transitoire ne soit pas assez longue pour éviter à ce que beaucoup d'accusés qui attendent de se voir aussi fixés sur leur sort. Débutée le 5 août dernier pour 10 jours d'audience, la session avait été suspendue puis reprise le 3 février 2025 afin de pouvoir procéder au transfèrement des accusés détenus à Ansongo, Gao, Diré, Niafunke, Tombouctou, Douanza et Koro. Et la ville de Kani, dans la région de Bandiagara, a officiellement installé son nouveau préfet. Cet événement marque une étape importante pour la gouvernance locale dans un contexte où la stabilité et le développement restent des priorités pour la région de Bandiagara. Reportage Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé ou Marc Guindo. L'acte d'installation a été officiellement prononcé par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Bandiagara, qui a souligné le rôle essentiel du préfet dans la consolidation de l'autorité de l'État et l'accompagnement du développement local. Vous êtes chargé d'appliquer les lois et règlements de la République ici à Kani. Aussi, vous devez veiller à la défense des intérêts nationaux à travers les 3 principes directeurs qui édictent l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Le représentant de la diaspora et ancien militaire original de Kani a plaidé pour une collaboration entre les forces de sécurité et les habitants afin de garantir la stabilité et favoriser un développement inclusif. Je reste persuadé que seule la conjugaison de nos efforts permettra d'agir plus efficacement et l'Association pour le développement de la commune de Ouadaba et son président n'entendent pas rester en marge de cette nouvelle page de l'histoire du cercle de Kani. À la suite de ces interventions, plusieurs figures locales ont pris la parole. Pour saluer cette nouvelle dynamique, certains ont insisté sur les attentes des populations, notamment en matière de services publics, d'infrastructures et d'opportunités pour les jeunes. Nous remercions les hautes autorités du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et son gouvernement pour la concrétisation du découpage administratif et territorial en érigeant l'arrondissement de Kani en cercle. Enfin, le nouveau préfet a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui. Très ravi pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par la population de Kani. Je remercie l'ensemble de la population de Kani, les organisateurs, les ressortissants de l'intérieur comme de l'extérieur, les services techniques. Avec cette installation, Kani amorce une nouvelle ère administrative où l'engagement des autorités et des populations constitue un levier essentiel pour assurer stabilité et prospérité à la région de Bandiagara. Matériel de bureaux et équipements ont été remis au sous-préfet des nouveaux arrondissements de Nara par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ces équipements vont permettre de répondre au mieux aux attentes des communautés. Reportage Idrissa Keita. Des équipements et matériels de travail composés d'ordinateurs, de téléviseurs, d'imprimantes multifonctionnelles, de réfrigérateurs et de fauteuils. Un ensemble de mobilier de bureaux et d'équipements informatique pour assurer un bon démarrage des activités dans les nouvelles circonscriptions administratives de Nara. Au total, 8 sous-préfets bénéficient de cet appui du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cet effort des plus hautes autorités à l'endroit des représentants de l'État, malgré les contextes difficiles que le pays traverse, est apprécié à sa juste valeur par les préfets et sous-préfets de la région. Et nous nous engageons à faire bon usage des matériels et équipements ainsi obtenus. Et le gouverneur de saluer le ministère pour cet appui, combien important pour ces nouveaux arrondissements. Il est essentiel que les services chargés d'administrer nos circonscriptions au profit des populations soient à même de répondre aux exigences de qualité, de célérité
et de redevabilité qu'exige leur rôle. La remise des mobiliers, des bureaux et d'équipements informatiques que nous effectuons ce jour prend en compte le besoin d'un cadre de travail décent pour les fonctionnaires d'État. Le chef de l'exécutif régional a mis cette cérémonie à profit pour remettre 6 000 pots, une importante quantité de semences de baobab et caïcédra à des grands producteurs. Autre fait de cette journée, la visite de l'OPAM où sont stockés des vivres et non-vivres. Inauguration de 4 forages équipés dotés de panneaux solaires au profit de 4 villages de la région de Sikasso. Le coût global des infrastructures s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. Compte rendu, Yourubala Diabaté, Suleiman Bamba. L'eau coule désormais pour les habitants de Tchogola, Pougouala, Nizerebou et Zanyanani grâce à l'association Timpurugu et son partenaire l'ONG Direct Aid. C'est donc la fin du calvaire pour des centaines de ménages de la commune rurale de Kourouma dans le secteur de Kignan qui faisaient de longues heures à la recherche du précieux liquide. Cette association a mis en place un ensemble d'activités et qu'on appelle un plan d'action. Donc dans ce plan d'action, notre souci majeur, l'un des points phares dans ce plan d'action, c'est la réalisation des châteaux d'eau dans notre commune. Au nom du maire, j'invite la population à en faire bon usage de ces infrastructures pour le bonheur de tous les habitants des villages bénéficiaires. Les ouvrages ainsi inaugurés portent à 7 le nombre de forages que l'association Timpurugu et son partenaire offrent à la commune rurale de Kourouma et dont le coût global s'élève à 147 millions de francs CFA. Quand on a additionné la capacité des 4 châteaux, souvent on est près de 19 et quelques mètres cubes par heure. Dans la zone, ça peut nous donner 220 mètres cubes d'eau par jour. Il est de notoriété d'admettre que le développement local découle en majeure partie de l'engagement citoyen à travers des actes collectifs et individuels. Au cours de ces inaugurations, des distinctions honorifiques ont été faites à l'endroit de certaines personnalités pour leur engagement en faveur du développement de la commune. Il faut rappeler que l'association Timpurugu, créée en 2001, compte plus de 1000 membres et a à son actif des mosquées construites et plusieurs autres réalisations au profit de la commune. Tenue à Gao de la 2e édition du Nord Mali Awards, c'est un événement culturel qui récompense le mérite dans divers domaines comme l'art, la culture, les médias, l'entrepreneuriat, la santé, entre autres. Les temps forts, c'est avec Aliou Idrissa Maïga. Après Tombouctou, qui a abrité la première édition du plus grand événement culturel qui récompense ceux qui se battent dans leur domaine pour le développement des régions du Nord et du Mali en général, Nord Mali Awards a déposé ses valises dans la cité de Zaskia. Cette 2e édition, qui a tenu toutes ses promesses, avait comme marraine l'honorable Aïchata Alassane Sissé, dite Château, membre du CNT, non moins ambassadrice de la culture et de la mode en Afrique. C'est pour vraiment promouvoir la culture. En voyant le nord du Mali, il y a tellement de personnalités qui, de près ou de loin, contribuent au développement socio-culturel de nos régions du nord du Mali et qui sont là aussi à assister nos communautés et nos populations. Ces personnes méritent vraiment d'être encouragées. Le président de la transition, chef suprême des armées, en décidant de faire de cette année de la culture, a pensé justement à ce facteur de paix par la culture. Je suis tout heureuse d'être là. J'ai fait le déplacement avec 2 membres du CNT. Donc ça veut dire que le président du CNT aussi est avec nous. Au total, 75 nominés dans le domaine de la culture, les médias, l'entrepreneuriat, la santé et plusieurs autres domaines sont concernés par cette 2e édition. Le trophée de la catégorie médias est décroché par Sidi El Mehdi Ag Al-Baka de l'ORTM Kidal. Ce soir, c'est tous les nominés qui ont gagné. Moi, je dédie effectivement mon trophée à l'ensemble des nominés. Je suis médecin et derrière tout médecin, il y a des braves agents de santé. Je dédie ce trophée à l'ensemble des agents sanitaires. Cette cérémonie, c'est pour
rassembler les membres de la grande famille du nord du Mali pour encourager les jeunes et tous ceux qui s'investissent pour le développement des régions du nord. L'association Tamazok, présidée par le ministre de la Communication, Alhamdou Ag Ilien, est représentée à cet événement culturel par l'honorable Bajan Ag Hamatou et Dina Dolo du CNT. Nous demandons à tous les fils du Mali, ensemble, à lutter contre les phénomènes que nous vivons. Les peuples ont connu des sorts de ce genre, mais ce sont leurs fils qui ont réussi à les sortir de cette situation. Le trophée de la personnalité la plus influente des 4 régions du Nord revient à Château Cissé. 4 icônes de la musique malienne, Feu Ali Farka Touré, Haïra Arbi, Fissa Meiga et Sidi Touré ont aussi reçu des trophées de reconnaissance. Le passage d'une invitée spéciale de l'AIS venue du Niger, des prestations folkloriques et la musique urbaine ont agrémenté la 2e édition du Nord Mali Awards à Gao. Le mouvement Mali Horizon 2035 lance officiellement ses activités en commune 2 du district de Bamako, un mouvement politique qui ambitionne de fédérer avec tous les partis politiques et organisations de la société civile afin de soutenir les autorités de la transition. Reportage Kassim Diallo et Alkaou Traoré. C'est une opération de sensibilisation et d'éveil de conscience afin de préserver les intérêts vitaux des Maliens. Une mission qui doit permettre aux Maliens, surtout à la jeunesse, de mieux comprendre les défis du moment afin de les relever. Il s'agit pour le mouvement Mali Horizon 2035 d'un appel à la réflexion visant à stimuler des actions positives pour le Mali, notre bien commun. Le mouvement Mali Horizon 2035 a un seul objectif, soutenir les autorités de la transition, soutenir le peuple malien, sensibiliser le peuple sur les enjeux de l'heure et porter les messages clés de la refondation et de la souveraineté retrouvée sur l'étendue du territoire national. L'équipe de la commune D est chargée d'œuvrer pour l'unité, la fraternité et la cohésion sociale avec l'ensemble des organisations de la société civile. Les tâches sont claires. Il s'agit de réunir l'ensemble des filles et fils du 2e arrondissement autour des actions du président de la transition. Le mouvement Mali Horizon 2035, qui regroupe plus de 35 formations politiques, met l'accent sur la formation et le respect des légitimités traditionnelles pour faire la politique en harmonie avec nos valeurs traditionnelles. AIS Actualité, le cadre de concertation et d'action des femmes leaders a animé une conférence débat sur le thème l'Alliance des États du Sahel à l'épreuve de la géopolitique mondiale, enjeux, défis et perspectives. Il s'agit d'expliquer l'initiative de l'AIS pour un développement durable. Et ça se passe à Bamako. Reportage à Daouda Kone. Le Sahel, en tant que carrefour de culture et de civilisation, est convoité comme jamais à cause de ses ressources. Pour bloquer les convoitises, les femmes se sont réunies dans un cadre de concertation pour réfléchir sur comment mettre en place une synergie d'action. Cette année, le thème est l'Alliance des États du Sahel à l'épreuve de la géopolitique mondiale, enjeux, défis et perspectives. Cette conférence pour vraiment s'informer, pouvoir aussi faire la conscientisation et la sensibilisation auprès de nos sœurs femmes et des enfants, compte tenu des épreuves de la géopolitique mondiale. Cette conférence est organisée par le cadre de concertation et d'action des femmes leaders CAFEL en collaboration avec le Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et émergence FAODD International. Les défis sont là, il y a l'instrumentalisation des droits de l'homme contre vraiment nos militaires qui se battent, il y a la guerre informationnelle, alors donc il faut vraiment travailler, il faut faire des sensibilisations pour permettre aux citoyens de l'AIS de comprendre c'est quoi la vraie information, c'est quoi la fausse information et de participer pour la vie de la sous-région. Au sortir, les uns et les autres ont promis, à partir des informations reçues, de s'engager encore plus pour la réussite de la Confédération des États du Sahel.
Et le Premier ministre burkinabé a présidé ce lundi un conseil de cabinet consacré à l'état d'avancement des réformes du système éducatif. L'objectif affiché par le gouvernement est de développer un système éducatif unifié et cohérent. Le point avec Frédéric Nikema. À ce conseil de cabinet à la primature, les différents ministres en charge de l'éducation et de la formation professionnelle font ici le point sur l'état de mise en œuvre des réformes engagées dans le système éducatif burkinabé. Rem Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo donne aux chefs de département concernés des orientations claires pour un système éducatif unifié, orienté vers la formation de Burkinabés responsables et productifs pour la nation. Nous avons été instruits aujourd'hui de faire en sorte que notre système devient un système qui crée un Burkinabé capable de contribuer au développement endogène, parce qu'il sortira non pas simplement un Burkinabé qui a appris à écrire, à réfléchir, mais qui réfléchit aussi avec ses mains, ses doigts. Autrement dit, la transformation de notre système général à un système donc technique capable donc de créer un nouveau type donc, de Burkinabé. Au titre des réformes engagées dans le secteur éducatif, l'un des axes majeurs est le renforcement de l'instruction civique afin d'inculquer un esprit patriotique aux élèves. Un autre point de ces réformes concerne la création de compétences pratiques adaptées aux besoins actuels du marché de l'emploi grâce à l'intensification de l'enseignement technique et professionnel. Et au Niger, parlons du Forum des acteurs de la construction en terre au Sahel dont les travaux ont été lancés par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Une rencontre d'échange pour mieux définir les actions de développement durable de l'habitat et du patrimoine nigérien. Plus de détails avec Assimi Abdoulaye. Matériaux et construction bioclimatique face aux changements environnementaux au Sahel. C'est autour de ce thème capital que se sont ouverts ce matin à Niamey les travaux du Forum des acteurs de la construction en terre FACT Sahel 2025. Plusieurs membres du gouvernement et les acteurs du domaine ont répondu présents à cette rencontre stratégique de 3 jours axée sur des échanges constructifs sur l'importance de l'habitat en terre et les objectifs de développement durable. Ce forum est une opportunité pour sensibiliser le public, les porteurs de projets et les professionnels de la construction sur les avantages de la construction en terre, parmi lesquels on peut citer les gains énergétiques, moins d'énergie consommée dans la production et les transports, le confort thermique des constructions, la proximité des matériaux et leur facilité de mise en œuvre. L'utilisation des matériaux locaux avec les technologies appropriées de construction dans un environnement urbain réfléchi permettra sans nul doute de créer une dynamique d'habitat économique et durable soucieux de la préservation de notre fragile planète. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a souligné l'importance de cette rencontre pour le gouvernement nigérien. L'heure où l'urgence climatique et la pression sur la biodiversité sont préoccupantes, il importe d'agir sur l'ensemble des activités humaines. Cela nous impose de nourrir de nouvelles ambitions en matière de construction d'infrastructures en se basant sur les fruits des expériences qui développent une architecture bioclimatique largement ouverte sur son milieu permettant une ventilation naturelle optimale, bien protégée des rayons directs du soleil en utilisant largement les matériaux locaux. La visite des différents stands d'exposition témoignant de la richesse et la pertinence des plans d'action a été l'étape finale de cette cérémonie d'ouverture. À suivre après ce journal, l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An du corps diplomatique au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le RTM vous propose aussi juste après les explications du ministre de l'économie et des finances sur les nouvelles taxes en Bamanankan. Ensuite de ce journal, le principe de collégialité au pôle national économique et financier est effectif. La réforme qu'on peut qualifier d'historique a été introduite par la loi de 2011.
Désormais, c'est plusieurs magistrats qui jugent au lieu d'un seul devant la chambre correctionnelle du pôle national économique et financier. Cette approche judiciaire offre une plus grande transparence et renforce la crédibilité de notre système judiciaire. La collégialité est aujourd'hui au cœur de l'équité judiciaire. Pour mieux comprendre le concept, notre équipe de la chronique judiciaire s'est rendue au pôle national économique et financier. Voyons les avantages et les inconvénients de la collégialité avec Garibou Pérou et Tchédé Camara. Plus impartial et plus équilibré, c'est le nouveau visage de notre appareil judiciaire avec la délibération collective. En nombre impair, les juges siègent conformément au principe de la collégialité. Cette configuration permet non seulement d'enrichir la réflexion, mais en plus d'assurer une meilleure protection des acteurs face aux éventuelles pressions. Et le principe est conforme à la loi portant organisation judiciaire. C'est une loi 037 du 15 juillet 2011 qui a instituer la collégialité en matière pénale au niveau des juridictions du premier degré au Mali. C'est la même loi qui a institué l'installation officielle des premiers responsables des juridictions. Et effectivement, cette installation a eu lieu sous le régime de la loi 2011. Mais entre-temps, on n'a pas pu installer la collégialité. Mais par contre, la loi de 2024-030 du 13 décembre 2024 portant organisation judiciaire en République du Mali, loi Hamé Founé Mahalmadan, du nom de l'honorable membre du CNT qui l'a introduite en marge de l'adoption du code pénal et du code de procédure pénale, eh bien l'a reprise dans son article 27. Collégial vient de collège qui signifie 3 personnes en fait, dans notre cas de l'espèce. 3 magistrats professionnels qui vont trancher un dossier ou plusieurs dossiers enrôlés à l'occasion d'une audience. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui existait toujours au Mali, mais au niveau des cours d'appel et d'autres juridictions, mais pas au niveau de l'instance pour ce qui concerne la matière pénale. Pratique et pédagogique, la collégialité met en lumière les efforts entrepris pour la modernisation de la justice, tout en réaffirmant l'engagement du Mali à promouvoir la transparence et l'intégrité. La composition du tribunal change. Vous avez un président qui préside effectivement l'audience correctionnelle, qui est assisté par 2 autres magistrats qui sont professionnels. Pourquoi 3 ? Justement parce que lorsque les décisions sont débattues, il faut qu'il y ait une majorité qui se dégage, et c'est cette majorité, c'est la décision de cette majorité-là qui va s'appliquer. En rupture avec l'ancienne pratique, la collégialité est effective au pôle national économique et financier, et c'est depuis le 14 janvier 2025. En d'autres termes, une affaire pénale devant la chambre correctionnelle spécialisée sera désormais jugée par plusieurs magistrats au lieu d'un juge unique. On doit se rappeler que la justice, surtout la justice pénale, gère l'honneur, la dignité, la fortune des justiciables. À partir de ce moment, il serait bon que la décision qui les concerne et qui touche à leur honneur, à leur dignité, à leur fortune, soit prise par 2, 3 personnes. Un autre avantage, c'est que, par exemple, elle permettrait à un cadet d'apprendre auprès de ses aînés, parce qu'en délibération, c'est des questions techniques de droit qui sont débattues, par exemple. Donc, ça veut dire que les jeunes magistrats qui vont participer à des formations collégiales, ils vont vite apprendre de leurs aînés. C'est un espace de dialogue fructueux, scientifique, technique qui est posé. La collégialité présente les avantages. Toutefois, le procureur de la République ne perd pas de vue les inconvénients du système de la collégialité. Si, par exemple, 3 magistrats montent en audience, ils ont débattu les affaires, ils ont mis les affaires en délibéré, et qu'au moment des délibérations, par exemple, l'un d'entre eux, pour une raison ou pour une autre, est absent. Je vais parler de la maladie. Mais le tribunal n'aura, la formation n'aura d'autre choix que de rabattre les délibérés et de rouvrir les débats pour qu'il y ait une 3e personne. Un autre auquel je pense, c'est l'absence de réglementation du fonctionnement du système collégial pour l'instant. Donc à partir de ce moment, je pense qu'il va falloir trouver un acte réglementaire qui va dire que voilà, la loi détermine la préséance
à partir de ces critères qui ont été dégagés par l'article 10, mais pour l'audience, par exemple, collégiale correctionnelle, quand c'est un cadet qui préside, voilà comment ça doit se faire. Et quand on va en délibérer, on peut peut-être préciser que c'est les cadets les moins anciens qui opinent les premiers, ensuite vient celui qui les suit, ensuite pour que celui le plus ancien fasse la synthèse et conclure. Effective, la collégialité témoigne de la volonté des autorités judiciaires de renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption, fléau qui mine les institutions et freine le développement du pays. Et pour les justiciables, la collégialité est une garantie supplémentaire dans les prises de décisions judiciaires. Un mot de culture, Ségou Art Festival sur le Niger, comme son nom l'indique. Ce rendez-vous est un vaste salon d'art contemporain. Des sommités des arts étaient au rendez-vous et les créations présentées sont sensationnelles. Des installations, de la peinture, la photo, design, exposition dans l'enceinte de la Fondation Festival sur le Niger pour montrer l'immensité des arts visuels. Visite virtuelle avec nos envoyés spéciaux Cheikh Oumar Sangaré, Sidiki Balo et Abdul Salam Bambara. Le salon d'art contemporain de Ségou ou Ségou Art est une composante essentielle du festival sur le Niger dédié aux arts visuels. Pour cette 21e édition, presque toutes les disciplines étaient au rendez-vous et les inspirations des artistes étaient fertiles à l'image de celui-ci qui fait un lien entre le drapeau national et la transition en cours. Je travaille sur vert, jaune, rouge. Avant la transition, le pays c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Tout est mélangé. Donc il y a des grands hommes qui sont venus pour récupérer le Mali. Donc on a essayé de réconcilier un peu. Voilà, c'est un peu ça. De la photo à la peinture, Kamaraka présente ici une partie de sa série de 25 tableaux sur les dimensions philosophiques et esthétiques du musicien Salif Keita. Donc l'exposition en réalité a commencé en 2006 et c'est en 2016 que j'ai pu exposer les 25 tableaux. Alors vous avez juste trois œuvres ici qui racontent un peu sa vie. Et moi, je l'ai côtoyé pendant des années pour pouvoir réussir à retirer quelque chose de lui. Ségou Art est un vrai forum des arts visuels et les exposants sont choisis sur mesure à travers son installation composée d'une géante chaise rouge représentant le trône et placée au milieu des gris-gris faits de charbon de bois et de fils rouges. Le designer Cheikh Diallo nous invite à un retour aux sources. On est dans un contexte, ils nous ont demandé d'être nous-mêmes. C'est cette quête-là qui m'a amené à dire nous-mêmes commence quand? Si nos derniers aïeux pratiquaient certains cultes, je ne vois pas pourquoi on voulait fouler ça du pied. Ça fait partie intégrante de notre être, de notre ADN. Et le trône, dans ce contexte, a besoin de protection. Au-delà du Mali, les artistes exposants sont venus d'un peu partout. Le célèbre sculpteur burkinabé Ki Sidiki nous présente sa série intitulée « Les têtes précieuses ». Alors cette année, j'ai présenté ce que j'appelle les têtes précieuses. Ouais, c'est des têtes de personnages qui sont cassés et gondolés pour matérialiser le fait que chez nous en Afrique, quand le vieillard il meurt dans le temps, puisqu'on ne savait pas transcrire, on ne savait pas écrire tout ça, quand le type il meurt, le griot et l'ancien quand il meurt, il voit toute la connaissance dans la tête. On l'enterre avec tout. Souvent c'est transmis de père à fils, mais il y a toujours des déformations. C'est pour ça qu'il dit les têtes précieuses. Le Camerounais Barthélemy Togo nous présente plutôt un ensemble de pièces de monnaie. Et j'ai créé une pièce de monnaie qui est un propos critique à ce que l'Afrique doit être aujourd'hui, et créer sa propre monnaie et être autonome. Et je suis très heureux de montrer cette œuvre ici, à Ségou. Aucun matériau, aucun lien n'est épargné par les artistes. C'est ainsi que la Tunisienne Ikram Ben Brahim nous propose une installation sur le fleuve Niger. L'œuvre a une forme de visage humain avec deux profils qui regardent les spectateurs.
Je me suis inspirée de quelques motifs tirés de Carthage et du patrimoine matériel du Mali qui ont des significations profondes et j'ai voulu en fait aussi focaliser mon attention sur la mosaïque comme si le fleuve Niger est une mosaïque de tradition et de culture pour célébrer la beauté de notre diversité et cette richesse culturelle et notre identité culturelle. Comme si c'est l'être Niger qui réunit les peuples et les communautés. Et oui, la communauté créative s'est réunie au bord du fleuve Niger et les Djoliba nous invitent au vivre ensemble. Et si le Mali m'était compté, tome 2 et la récente publication, les images vont suivre, de Daouda Mama Tekete, dans cet essai historique de 541 pages. Daouda Mama Tekete rappelle des dates de grands événements qui ont marqué l'histoire du Mali de 7000 ans avant notre ère au 30 décembre 2024. Les acteurs et les lieux de ces événements sont aussi évoqués. Le livre a été édité par la maison Prostyle Éditions. Et si le Mali m'était compté, tome 2, à lire absolument. Une nation qui lit est une nation qui gagne, disait Madiba. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain 13h, Bemba Sibi. Au plaisir de vous retrouver à 20h pour la grande édition, Dieu voulant. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Là où l'ancien passe, l'herbe ne repousse pas. Un proverbe bambara qui met en évidence le poids des décisions et des actions des anciens dans notre société. Bonne fin de soirée à tous. Nous